أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, maître du temps, créateur des cieux et de la terre. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Diamant Béonéré. Diamant Béonéré est une émission proposée par le Centre culturel islamique du Burkina, CCIB, en collaboration avec l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement, URCBSD. Merci de partager ces moments avec nous. Pour cette émission, nous allons nous intéresser aux défis de l'éducation inclusive au Burkina Faso, quels apports de la communauté islamique. L'objectif recherché, c'est de promouvoir des comportements favorables à la paix, à la cohésion sociale et aux droits humains. Pour parler d'une telle thématique d'importance majeure, nous avons sur le plateau un passionné des questions d'éducation, acteur également de la formation, de l'éducation de la jeunesse, Imam Sogouba Seydou. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau. Merci bien. D'accord. Déjà, je sais que vous êtes un pédagogue passionné de l'éducation. Pour vous, l'éducation, c'est quoi? Alhamdulillah, merci pour nous avoir associés à cette grande réflexion d'abord. L'éducation, c'est tous les moyens que les personnes avisées, les adultes, les parents mettent en œuvre pour conduire les enfants vers leur autonomisation. Faire en sorte que les enfants puissent à un moment donné, la personne qu'on éduque puisse se prendre en charge. C'est l'ensemble de tous les moyens qu'on mobilise pour atteindre cet objectif-là qu'on peut dire éducation, de façon brève. Il y a aussi un hadith qui est bien connu de tout le monde, c'est que le meilleur cadeau qu'un père puisse léguer à son enfant, c'est une bonne éducation. C'est clair. Pouvez-vous nous rappeler l'importance de l'éducation en islam? Parce que on peut peut-être même ajouter un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand une personne meurt, quand un musulman disparaît, toutes ses actions, ses bonnes actions, les mauvaises s'arrêtent. Et pour les bonnes actions, sauf dans 3 situations. Et l'une des situations, c'est qu'il a laissé un enfant qu'il a bien éduqué, qui se rappelle souvent de lui et qui prie pour lui. Donc, pour dire que l'éducation est essentielle en islam, depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que l'éducation commence depuis la naissance jusqu'au tombeau. On parle d'éducation inclusive dans le cadre de cette émission. Quelle définition vous donnez à l'éducation inclusive? Alors, l'éducation inclusive est une approche qui vise à garantir l'accès à l'apprentissage à tous les apprenants, à tous les élèves, quelles que soient leurs différences ou leurs besoins spécifiques. Alors, l'éducation inclusive part du principe du fait que chaque enfant a droit à une éducation de qualité sans discrimination aucune. Donc voilà à peu près l'éducation inclusive. Et l'objectif est de supprimer toutes les barrières qui peuvent empêcher un individu, quel que soit son handicap, de parvenir, d'avoir droit, d'avoir accès à l'éducation. Donc l'éducation inclusive, c'est cela. Et cela implique l'adaptation des méthodes pédagogiques, parce que si on se contente de parler à des personnes dites normales seulement, on risque de marginaliser certaines personnes. Donc, pour prendre en compte l'éducation inclusive, on doit adapter les méthodes pédagogiques pour que, quelle que soit la spécificité de l'individu, qu'il puisse trouver son compte. Il y a aussi l'accessibilité aux infrastructures. Ça veut dire que les enfants qui sont handicapés, par exemple, pour qu'ils puissent participer, pour qu'ils puissent être dans les mêmes écoles que les élèves dits normaux, il va falloir adapter les infrastructures à leur handicap. Donc, ça, c'est essentiel. Et ensuite, c'est la formation des enseignants. C'est pas n'importe quel enseignant qui peut prendre en charge les différents types de handicaps. Donc, si on améliore, on adapte les méthodes pédagogiques, si on met en place des infrastructures adaptées à tous les enfants, quelle que soit leur spécificité, il faut aussi former les enseignants à la prise en charge des handicaps et aussi il faut promouvoir la diversité. Il faut promouvoir la diversité et respecter
la spécificité des gens. Donc voilà ce que l'éducation inclusive implique. Et tantôt, vous avez parlé aussi des barrières qu'il faut travailler à lever. Est-ce que déjà vous pouvez partager avec nous quelques barrières qui rendent un peu difficile l'accès à l'éducation inclusive? Bon, avec le développement de la connaissance, les gens sont de plus en plus sensibilisés. Sinon, il pouvait arriver que des parents refusent d'envoyer leur enfant à l'école parce qu'il ne voit pas, parce qu'il est malvoyant ou aveugle, ou alors il est handicapé des pieds. On l'enferme dans une maison. Certains même ont honte qu'on sache qu'ils ont un enfant qui est en situation de handicap. Alors que il faut le faire sortir, il faut le faire intégrer les espaces où fréquentent les enfants dits normaux, et vous allez voir que l'enfant s'épanouit. Quelquefois, comme vous parlez des barrières, des parents même ont honte de présenter leur enfant. Ensuite, il se trouve que les dispositifs d'éducation classiques que nous avions ne permettent pas aux enfants en situation de handicap de s'épanouir. Donc, il y a plusieurs barrières qu'il faut travailler à lever. D'ailleurs, au niveau de notre pays, il y a du travail qui est fait dans ce sens. Mhm. Il y a du travail qui est fait dans ce sens, encouragement à tous les acteurs pour permettre effectivement à notre pays de réussir l'approche basée donc sur l'éducation inclusive. Imam, parlez-nous à présent de l'islam. Est-ce que l'islam encourage l'accès à l'éducation pour les personnes vivant avec un handicap? Oui, bien sûr. L'islam s'appuie sur le fait que les gens sont égaux devant la foi et la loi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus. Il faut prendre en compte tout le monde. La preuve, autour du prophète, il y avait des gens qui étaient handicapés. Et l'une de ces personnes-là, c'est Maktoum, par exemple, qui était malgré tout muezzin, mais à qui, non seulement on lui a permis d'apprendre le Saint-Coran, mais il a enseigné aussi le Saint-Coran aux musulmans de Médine. Donc, l'islam prend en compte la question du handicap, la question de l'inclusion, fait en sorte que tout le monde, d'ailleurs, le Dieu dit dans le Saint-Coran qu'on est tous égaux, le meilleur d'entre nous est celui qui est le plus pieux. Qu'il soit handicapé, qu'il soit personne physiquement normale, si la personne a la foi, parce que il est dit, il arrive que des gens ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas un comportement qui reflète le prototype du musulman, mais il peut arriver que quelqu'un soit aveugle, mais il est plus proche de Dieu. Voilà. Donc l'islam travaille à promouvoir la personne handicapée, les personnes en situation de déficience de toutes sortes, et puis on responsabilise aussi les gens, ceux qui sont autour d'eux, de tenir compte d'eux dans leur environnement. Parce qu'aussi, à un moment, l'handicap n'est pas forcément un handicap. C'est un handicap qui peut être levé. Parce qu'on voit des enfants qui ont des handicaps, mais qui ont des performances par rapport même à d'autres enfants. Il faut promouvoir d'ailleurs. Est-ce que dans ce cadre-là, les mosquées ont un rôle à jouer? Ah oui, les mosquées ont un grand rôle à jouer. Non seulement les mosquées, mais les leaders religieux et aussi les écoles de façon générale. Donc, accepter tout le monde et ensuite sensibiliser les parents, l'autorité à prendre en compte ces personnes-là. Les mosquées peuvent le faire. Et dans la mosquée, c'est un lieu d'adoration, mais faire en sorte que tout le monde, chacun puisse trouver sa place, c'est essentiel pour les mosquées. Et les leaders, dans leur prêche, dans leur plaidoyer devant l'autorité, ils doivent travailler à ce que la prise en compte de l'enfant en situation de handicap soit une réalité. Et d'ailleurs, quand on prend l'ensemble des pays de l'OCI, par exemple, a une stratégie de prise en compte des personnes en situation de handicap sur lesquelles ils travaillent. Et si chaque pays le connaît, il peut travailler du côté des musulmans à pouvoir favoriser la prise en compte de ce type de personnes-là. J'avais aussi parlé entre-temps des barrières, mais il y a aussi les préjugés. Bien sûr. Comment aujourd'hui on peut travailler? Parlez-nous déjà des préjugés et comment on peut faire face à ces préjugés-là. Ok, bon, les préjugés. D'abord, il faut savoir, quand on parle d'éducation inclusive, ça concerne quel type de personnes d'abord. Et au Burkina, il y a deux stratégies essentielles. La stratégie nationale
de développement de l'éducation inclusive et la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence, qui permet aux Burkinabés de savoir que quand on parle de personnes qui sont dans le besoin de l'inclusion, c'est généralement les personnes qui sont les oubliés de l'éducation. Il y a des gens, quand vous prenez par exemple les enfants talibés, ils vont dans une école pour se former, mais ils sont considérés comme hors école. Puisque tout ce que l'école doit donner à l'enfant pour que sa formation soit complète, malheureusement, ces enfants ne bénéficient pas de ça, on les considère comme hors école. Donc, les enfants vivant dans les rues font partie des enfants qui ont besoin de l'éducation. Les enfants de familles démunies, les enfants infectés ou affectés par les maladies telles que le VIH-Sida et plusieurs types de personnes. Des enfants handicapés, visiblement. C'est vrai, il y a les préjugés, il y a les stigmatisations. Pour donc revenir à votre question, les préjugés, souvent c'est parce que les gens ignorent la réalité. Donc il faut que les gens se parlent. Il faut que les leaders sensibilisent. Il faut que même les enfants puissent être éduqués à l'acceptation des enfants en situation de handicap. La prise de conscience a commencé au moment où les humains ont compris que même les enfants que les parents ont honte de présenter à cause de leur handicap devaient avoir des espaces où on va les éduquer. Ils ont commencé à créer les centres spécialisés d'éducation. Donc, ils sont malvoyants ou aveugles, on crée une école pour eux. On a appelé, c'est ce qu'on appelait l'éducation spécialisée. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas isoler des humains. Bon, et puis comment on va pouvoir lever les préjugés au niveau des personnes dites normales? Donc, on a dit, il faut les intégrer. Donc, on va passer à l'éducation intégratrice où on va demander aux parents, même si l'enfant est handicapé, travailler à l'inscrire dans une école. Mais la difficulté va vite se révéler dans ce sens où c'est comme si le système voulait que l'handicapé lui-même, il fasse violence sur lui pour s'adapter au système. On a compris qu'on n'était pas arrivé jusqu'à ce qu'on dise, bon, il faut une éducation inclusive. Et dans ce cas, c'est le système qui doit se forcer pour donner la place à chaque type de handicap dans le domaine de l'éducation. Donc, tant qu'on les isole, les gens vont pas comprendre, beaucoup vont pas comprendre que c'est des personnes à part entière et qu'ils ont aussi des sentiments, des émotions. Ils peuvent contribuer autant que les autres. C'est pour cela qu'il faut mettre les gens ensemble. Et quand on est ensemble, l'enfant, il avait peur, par exemple, de voir un enfant qui a des difficultés à se déplacer, mais il passe maintenant toute leur journée ensemble. Il se rend compte que sur certains aspects de la vie, son ami qui est en situation de handicap peut lui venir en secours. Petit à petit, bon, on lave les préjugés. Et avec le développement de la science, avant, on peut trouver, par exemple, des enfants encéphalopathes. Bon, dans la tradition, on va dire que soit, bon, c'est un interdit que la maman a foulé des pieds, mais au fur et à mesure que la science se développe, bon, la médecine et autres sciences permettent aux gens de comprendre que, bon, il y a des problèmes qui peuvent entraîner ces cas de handicap. Je pense que si on sensibilise et on éduque sur cette base, bon, les gens finiront par comprendre et savoir que même du point de vue islamique, l'islam nous enseigne que le handicap n'est pas une punition. C'est pas une punition, mais ça peut paraître comme une purification. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quel que soit le mal qui arrive aux musulmans, jusqu'à l'épine qui pique son pied et qu'il s'arrête pour l'enlever, c'est un pardon des péchés. Et quand vos péchés sont pardonnés, vous accédez au paradis. Il a dit quelque part que le handicapé, celui à qui Dieu a privé de ses deux yeux, Dieu dit qu'il va le récompenser par le paradis. Il va le dédommager en l'intégrant au paradis parce qu'il lui a privé des deux organes qui lui sont très chers dans le monde. Donc, le handicap n'est pas une punition, mais ça peut arriver à n'importe, comme vous l'avez dit au départ, on est tous des potentiels handicapés. Maintenant, la personne aussi qui est en situation de handicap aujourd'hui, d'un jour à l'autre, ça peut se régler. Voilà. Donc, bon, voilà ce que on peut dire à la matière. Et aussi, en parlant des groupes,
Il y a aussi les personnes albinos qu'on peut aborder aussi en matière d'inclusion et d'éducation inclusive. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai que je trouve, surtout du côté des musulmans, il n'y a pas trop de visibilité des actions. Sinon, il y a quand même des actions qui sont posées. Les gens construisent des orphelinats, les gens organisent des formations pour des publics spécifiques comme les hors-écoles, les enfants qui font le foyer coranique. Il y a aujourd'hui des formations, comment on appelle, en métier, que les structures organisent pour eux, de même que les albinos, il y a de la sensibilisation autour de ça dans les mosquées. Les leaders en parlent. Et tout ça, ça fait partie, bon, des épreuves que Dieu a imposées à certains humains. Et quelquefois, malgré leur handicap, ils réussissent dans des domaines que d'autres personnes ne réussissent pas. Donc, en islam, il n'y a pas de superstition, il n'y a pas de préjugés vis-à-vis de ces personnes-là. C'est des personnes à part entière, sauf que Dieu leur a imposé une situation qui font qu'ils ont une différence, une spécificité que nous devons respecter et puis bon, travailler à ce que la personne puisse être valorisée dans la société. Et Dieu a fait aussi que c'est toute ça, la richesse de la diversité de la création et qu'on comprenne aussi que nous sommes les membres d'une même famille et que nos liens doivent être assez forts et solides pour que notre humanité prenne le dessus sur les difficultés. D'accord. Merci, Imam. Alors, est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques inclusives qu'on peut citer dans le milieu musulman? D'accord. Je pense que, comme je l'ai dit, quand on prend le cas des personnes aveugles, par exemple, aujourd'hui, à Ouagadougou, il y a des cadres où ces personnes-là, tu vois quelqu'un, il n'a pas ses yeux, mais il te fait de la lecture du Coran. Il y a des gens qui ont fait des efforts dans ce sens. Ils sont allés dans d'autres pays, ils ont fait les expériences et qu'ils ont dupliqué ici. Comme je l'ai dit, les actions manquent de visibilité. Sinon, des personnes qui étaient désespérées. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ne cherchaient pas à s'épanouir. Mais on leur a dit, tu viens à la mosquée, aujourd'hui, il y a des moyens qui te permettent d'apprendre à lire, par exemple, le Coran. Et quand il y est arrivé, mais il a tout oublié. J'ai vu le témoignage d'un frère musulman qui ne voit pas, qui dit que dans ses bénédictions, il ne demande pas à Dieu de lui donner ses yeux. Il ne demande plus à Dieu de lui donner ses yeux. Lui, il voit autre chose. Mais nous qui, alhamdoulilah, voyons aujourd'hui, on se demande comment ces personnes-là vivent dans leur peau. Mais il y a du travail qu'il faut faire. Il a fallu que des gens soient autour d'eux, leur disent que malgré votre handicap, vous êtes des créatures de Dieu, Dieu vous aime et que si vous apprenez, vous pouvez avoir les récompenses peut-être mieux auprès de Dieu que ceux qui sont bien portants aujourd'hui. Et aujourd'hui, un exemple, c'est ça. Ils lisent le Coran. Aujourd'hui, il y a des associations musulmanes qui ont pris sur eux la charge de s'occuper des orphelins. Les orphelins qui font partie des publics spécifiques dont l'éducation inclusive doit tenir compte. Il y a des associations musulmanes qui se sont spécialisées dans la prise en charge des orphelins. Et parler d'inclusion, c'est aussi parler du genre, de cas des filles qui, quelquefois, on se dit, bon, une fille, même si elle n'est pas éduquée pendant longtemps, c'est pas grave. L'éducation inclusive y veille. Et il y a des organisations musulmanes aussi qui sensibilisent à ça. Et d'ailleurs, vous voyez que il arrive que, bon, les associations musulmanes avec le leadership de la Fédération des associations islamiques proposent des thèmes de sermon sur les problèmes existentiels ou des problèmes vécus par le pays. La fédération propose des thèmes de sermon que tous les imams des différentes mosquées sont tenus d'assurer, de prononcer lors de leur prière de vendredi. Donc, il y a des situations aujourd'hui, alhamdulillah, comme je l'ai dit, qui ont besoin d'être de visibilité, mais qui ont besoin d'être renforcées parce que quelquefois, les actions sont isolées et il faut vraiment une synergie pour que ces actions-là puissent atteindre les objectifs escomptés. Sinon, il y a vraiment des exemples. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il y a des exemples de prise en compte des personnes handicapées dans la communauté. Et quand vous parlez aussi de l'aspect visibilité par rapport à tout ce que nous faisons, selon vous, comment on relève le défi de la visibilité de nos bonnes actions au niveau de la communauté?
Il faut peut-être, dans un premier lieu, je ne suis pas expert en la matière, mais dans un premier lieu, il faut d'abord que ceux qui entreprennent ces actions-là inscrivent ça aussi comme essentiel. Il arrive que, bon, comme notre communauté, souvent il est dit que, bon, il faut poser l'acte de façon discrète, il faut être humble dans ce qu'on fait. Il y a tout ça. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin, il n'est pas aussi interdit en islam, qu'on pose l'acte en public et qu'on fasse voir pour que d'autres personnes copient. Donc, il faut, ceux qui posent les bonnes actions, ils ont besoin d'abord d'être sensibilisés aussi. Faire en sorte que quand on pose une bonne action aujourd'hui, faire en sorte que d'autres personnes voient pour pouvoir appliquer, c'est essentiel. D'un autre côté, il faut aussi qu'on travaille à avoir plus de moyens, puisque quelquefois, ce qui manque aux gens, c'est ça. J'imagine que votre structure qui fait un travail colossal, vous pouvez peut-être faire un clin d'œil de 20 minutes, 30 minutes à quelqu'un, mais si chaque jour, on doit vous demander de venir gratuitement, c'est pas évident. Donc, il faut que les gens travaillent à mobiliser davantage de moyens, et je pense que la communauté peut faire ça. Pour ne pas que les actions restent dans l'ombre. Il faut faire en sorte que d'autres musulmans puissent, bon, parce que s'il y a un petit nombre qui agit et la grande masse reste en arrière pour juste profiter, bon, ça peut pas aller loin. Il faut travailler à ce que chacun sache qu'il peut apporter quelque chose et que les gens mettent ensemble leurs petites actions pour pouvoir impacter la société positivement. D'accord. Merci, Imam, pour ces partages. Maintenant, on va parler des partenariats possibles entre les structures islamiques et les institutions éducatives. Quel type de partenariat on peut développer? Alors, moi, je pense que déjà, on est dans cette dynamique. Le temps d'une émission ne suffit pas pour déballer tout ce qui est fait en matière d'éducation inclusive au Burkina. Mais je sais, par exemple, que quand vous prenez les structures du ministère de l'Éducation, il arrive qu'il y ait des sessions de formation qui sont organisées spécialement pour sensibiliser les structures d'éducation musulmane. Ça, c'est dans la stratégie de partenariat, voilà une action, par exemple. Il arrive, puisque les écoles de la fonction, les écoles du public ont souvent accès à des formations, à des sensibilisations que le privé, dont le privé ne bénéficie pas. Et l'État a pris sur lui d'initier des sessions pour impliquer progressivement le privé dans ce qui est fait. Par exemple, quand vous prenez l'école publique, la question de l'inclusion est plus développée que dans certaines écoles privées, dont les écoles franco-arabes. Mais un partenariat qui vise à rapprocher le privé du public peut permettre, par exemple, à ce que cela se passe. Il y a aussi la formation des enseignants. Quand vous prenez la grande masse des enseignants qui sont aujourd'hui dans les écoles médersa ou les écoles franco-arabes, c'est vrai, il arrive que des gens ont un grand niveau en arabe, mais ils ne savent pas forcément ce qui est fait au niveau du ministère. Donc, il faut travailler à ce que ces personnes-là puissent avoir une formation initiale et une formation continue assez poussée pour voir les priorités de l'État. Nous avons parlé des stratégies de développement de l'éducation inclusive. C'est pas évident que si vous rentrez dans une dizaine d'écoles, vous parlez de ça, les enseignants pourront vous répondre de quelque chose. Et puis, ils ne savent pas. Et il n'y a rien qui est fait pour vulgariser ça. C'est ça aussi le problème. Et ça, c'est l'un des défis aussi que le ministère doit relever en travaillant à ce que les actions-là puissent être mieux suivies. Le suivi des actions en matière d'éducation inclusive soit vigilant et qu'on puisse être régulier en la matière. Voilà. Régulier en la matière, c'est aussi que la thématique revienne régulièrement dans les sermons, dans les causeries aussi bien au niveau de la sûr. communauté. Et aussi chez vous, les journalistes, il faut en parler. D'accord. Voilà, on en et parle. d'ailleurs, oui, l'un des défis aussi, c'est ça. C'est la présentation du handicap à travers les médias. Si les médias travaillent à présenter les success stories, par exemple, des personnes en situation de handicap, ce qu'ils ont vécu ou des actions qu'ils ont posées, bon, je ne vous apprends rien. Quand aujourd'hui, parce que la génération actuelle, c'est TikTok, quand on voit le monsieur qui a créé ça, oui, oui, mais chez nous aussi, il y a des gens qui sont en situation de handicap et qui ont fait de grandes choses. Il faut que nos médias travaillent à présenter ça. Non seulement on les valorise, mais aussi on va changer la perception que les gens ont
de ces personnes-là. Aussi, il faut accompagner les médias parce qu'on avait parlé aussi des ressources. Non, c'est bien sûr. Alors, Imam, face à la caméra, un message qui vous tient à cœur, des messages clés que vous souhaitez partager à l'endroit de tous ceux-là qui nous ont suivis par rapport donc à cette thématique des défis de l'éducation inclusive au Burkina Faso, les apports de la communauté islamique. Face à la caméra, un message de cœur à partager avec nous. Alors, je dirais que l'islam appelle à l'équité et à la justice pour tous les enfants, sans exception, quelles que soient leurs différences, et même sur la question religieuse. Quand un musulman rencontre un enfant, il doit être éduqué sans considération de de ses spécificités. Qu'ils soient handicapés ou non, tous les enfants ont droit à l'éducation. Le deuxième élément, c'est que chaque enfant, quelle que soit sa condition, a droit à une éducation digne et de qualité. Et troisièmement, éduquer un enfant vulnérable, c'est élever toute la société. Puisque aujourd'hui, si chacun prend les personnes dites normales, prennent sur eux d'éduquer ne serait-ce qu'un enfant en situation de handicap ou dans une situation de précarité, mais c'est la société que nous préparons à vivre la justice sociale, puisque c'est de ça aussi il s'agit. Si certains sont à l'aise, si certains se portent bien, alors qu'une bonne partie de la population ne s'en sort pas, c'est pas bon. Il nous a été dit qu'à peu près 10% de la population mondiale est en situation de handicap. Et chez nous, il y a aussi des chiffres. Quand on vous dit, par exemple, que 132 millions de filles dans le monde n'ont pas accès à l'éducation. Pourtant, on a les possibilités de récupérer ces personnes. C'est vrai que, bon, on l'a pas dit, il y a des difficultés qui font que l'insécurité, par exemple, les préjugés, comme vous l'avez dit, font que ça freine l'éducation inclusive, mais les gens doivent y travailler. Et un autre élément, il faut dire qu'un bon musulman soutient les faibles. Il faut soutenir les faibles sans discrimination. Et l'éducation inclusive est un devoir de solidarité, finalement. Je voudrais terminer sur ça. Dire que l'éducation inclusive est un devoir de solidarité. Et celui qui s'y engage, s'il n'est pas récompensé sur terre, nous sommes musulmans, nous croyons, et Dieu l'a dit, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui font les bonnes actions, parce que Dieu va les récompenser pour ce qu'ils ont fait. Voilà. Merci, Imam. Comme vous l'avez dit, l'éducation inclusive est un devoir de solidarité et une source de bénédiction collective. Merci, Imam Seydou Sogoba, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette thématique d'importance majeure, qui est celle donc de l'éducation inclusive au Burkina Faso et les défis à relever par la communauté islamique. Nous sommes au terme de notre entretien du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Je rappelle que l'émission, c'est Béonéré, une émission proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec l'appui technique et financier de l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur notre cher pays, le Burkina Faso, et ensemble, agissons pour un Burkina Faso de paix, de cohésion sociale et de valorisation des bonnes pratiques qui nous permettent effectivement d'avancer. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.